Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Les épisodes des coulisses de Bonefils continuent. Vous avez été nombreux à apprécier un petit peu notre transparence, tout simplement notre authenticité et surtout notre franchise sur ce que l'on montre de notre entreprise, de nos coulisses. On vous fait passer dans les couloirs et vous voyez du coup l'envers du décor et c'est toujours intéressant de savoir comment on s'organise. C'est pour nous aussi un gage de transparence important. Les clients nous font confiance et l'intérêt aussi c'est de montrer qu'ils peuvent nous faire confiance et on vous fait confiance aussi sur tout ce qu'on vous montre et ça c'est quand même important. Vous avez déjà eu l'épisode de l'achat, de la logistique, de l'inspection des véhicules, de la préparation esthétique. On a eu aussi les photos et annonces pour la publication sur les marketplaces. Aujourd'hui, nous sommes dans notre bâtiment historique, l'atelier Bonefils, qui finalement prépare mécaniquement et en carrosserie l'ensemble de nos véhicules. Alors c'est quand même un gros volume, on va en parler. On parle d'un volume de plus de 100 voitures par mois et c'est ces hommes de l'ombre qui préparent toutes ces voitures-là. On va passer dans les coulisses et je vais vous montrer un petit peu quelle est notre organisation. Vous vous doutez bien que c'est pas si simple. Peut-être qu'à prendre la Golf grise et tu fais la vidange. Malheureusement, si ça marchait comme ça, ce serait mort parce que des Golf grises, ça se trouve, on en a 10. Si on prend la mauvaise, c'est mort. Puis la vidange, est-ce qu'on y fait les freins? Est-ce qu'on y fait les filtres? Est-ce qu'on y fait autre chose? C'est trop compliqué, en fait, si on n'est pas bien organisé. Et on va vous faire passer dans les coulisses. Vous allez pouvoir voir finalement l'envers du décor, je me répète, pour que vous compreniez quels sont les enjeux pour nous. Et vous savez, et Dieu sait s'il y en a des enjeux en termes de rapidité de mise en annonce, de rotation de stock, bien sûr, de service après-vente, ça aussi on va en discuter puisqu'on en traite quelques-uns ici. Donc des enjeux, il y en a plein et ce sont ces hommes et ces femmes qui travaillent ici qui finalement arrivent à satisfaire les besoins de l'entreprise et surtout les besoins de nos clients. Et donc je vous propose qu'on commence. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la page Bonefils Automobile. Bien sûr, liker, partager, commenter, poser des questions, on se fera un plaisir de vous y répondre et puis actionnez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort le vendredi à 18 h. Donc restez connectés et aussi à l'ensemble des réseaux sociaux. Des extraits de cette vidéo YouTube passent bien entendu en version short sur YouTube, Insta, Facebook, LinkedIn et j'en passe. Et bien sûr TikTok. Donc je vous propose qu'on commence directement. Alors ici je vous fais visiter. C'est le parking où l'on stocke l'ensemble de nos VO qui sont en cours de préparation, nos véhicules de courtoisie. Alors aujourd'hui il y en a très peu, on est en milieu de semaine et l'ensemble de nos véhicules de courtoisie sont à l'extérieur. Et bien sûr qu'on travaille aussi pour des clients. Alors on ne va pas s'étendre trop sur le sujet de l'atelier Bonefils pour les clients. On reste ici surtout sur la partie préparation de nos VO. Alors VO, vous allez l'entendre régulièrement, je pense que vous l'avez compris, c'est l'abréviation de véhicules d'occasion. Donc énormément de VO sont stockés ici. Quand on vous a fait le tour de stock par exemple, vous avez vu qu'il était complètement plein en bas. Et bien dites-vous qu'il y a à peu près entre 30 et 50 VO ici qui sont stockés, parce qu'il n'y a pas que là, il y en a bien sûr à l'intérieur de l'atelier, mais il y en a aussi en carrosserie. Donc sachez que finalement, oui, on a 200 voitures en bas, on en a en gros 30 ici, et on en a environ en permanence 70 en arrivage, ce qui arrive finalement à un stock de 300 voitures. Voilà. Donc on est sur le parking, alors sachez que ici ça a une histoire. Au départ c'était uniquement des champs à des agriculteurs. La mairie a décidé de développer un petit peu Barraqueville dans les années 80 et mon grand-père était le tout premier à acheter le tout premier terrain bien avant l'entreprise de Tripou encore à côté. Les gens qui habitent pas l'Aveyron vont sourire un petit peu, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une tradition du terroir aveyronnais, on est très fiers de ça. Le Tripou, je vous invite à le déguster au petit déjeuner avec un petit ballon de rouge et un bon morceau de pain. Sachez qu'on est très chauvin à Barraqueville et dans l'Aveyron globalement et c'est vrai qu'on aime bien promouvoir un petit peu nos produits du terroir. Voilà, tout simplement. Donc ici c'était un champ, mon grand-père avait acheté, ma grand-mère a dit mais t'es fou, c'est 10 fois trop grand, c'est n'importe quoi, on n'en fera jamais rien derrière et tout ça. Mon grand-père, il avait déjà un œil déjà visionnaire, il avait acheté ce terrain qui est grand, qui fait quasiment 4000 m² en comptant les deux bâtiments puisqu'il y a la carrosserie derrière. Et donc au départ c'était pas clôturé, c'était encore en herbe ici quand ils stockaient les voitures, il y avait uniquement cet établissement là. Qui fait 960 m². Ici, l'ancien showroom est arrivé bien après. Donc, il travaillait là-dedans. Ici, c'était que des baies vitrées. L'organisation, c'était juste. Et puis, progressivement, au fur et à mesure des années, on a mis de l'enrobé, on a clôturé, on a éclairé, on a rajouté beaucoup de portes sectionnelles qui n'y étaient pas.
pour pouvoir avoir de la praticité de travail. Et finalement, surtout, c'est en 2005 qu'on a vraiment progressé. On avait pris le panneau club de conseil. Puis après, on a pris le panneau AD dans les années 2015 par là. Donc progressivement, au fur et à mesure des années, on a fait évoluer cet atelier pour qu'aujourd'hui, finalement, il devienne trop petit. Donc merci papy, finalement, de nous avoir finalement un petit peu légué cet espace de travail qui est aujourd'hui très pratique. Mais voilà, on a dû faire le centre de vente parce que ça devenait plus possible de stocker toutes nos voitures ici. On était obligé de les mettre là-bas devant sur le terre-plein de l'avant. Et même là aujourd'hui, vous voyez, malheureusement, nos salariés sont obligés de se garer à l'extérieur puisqu'il n'y a plus de place à l'intérieur souvent dans la journée. Donc je vais vous faire visiter d'abord l'extérieur, venez avec moi. On a donc ici le parking surtout Meca. Mais regardez, il y a tous ces Macan, série 5, la Lotus Emira qui est juste là, un Q8 à l'arrière. On a une Porsche 911 là, du Q2. Tout ça, ce sont des VO. Après, le reste, c'est des voitures de clients. De l'RSQ8, de la Porsche 911 997, ici, ouais, de la Clio 2, pardon, de l'X2 nouvelle génération, du 718, de la nouvelle série 3, de l'Audi S3. Alors, beaucoup de voitures sont ici en attente finalement, regardez, elles ont des jantes, c'est ici qu'on les entrepose quand elles n'ont pas leur jante définitive ou quand elles ne sont pas prêtes définitivement. Et cette voiture est en attente de ces jantes qui sont en cours de peinture. Et finalement, c'est là qu'on les entrepose pour éviter qu'elles prennent de la place en bas parce que de toute manière, en bas, il n'y a plus de place. Souvent, on est obligé de se garer à l'extérieur du bâtiment et j'avoue que c'est un peu moche avec des VO de se garer dehors. Voilà. De l'M2 Compète, ça c'est un de nos salariés qui se gare dedans. Et oui, nos mécanos roulent en M2 Compète, ça c'est la classe. Et puis voilà, donc du stock de jantes, du stock de pneus, un peu partout. Et ici, en fait, ce bâtiment, pas grand monde le connaît. C'est la carrosserie qui a été fabriquée en 2000. Alors, les premiers travaux 2013-2014, on a inauguré en 2015. C'était mon premier projet lorsque je suis rentré en tant qu'officiellement gérant de cette entreprise. Et donc, on l'a monté. Il fait 20 mètres par 20 mètres, 400 mètres carrés, ce qui rajoute du coup une belle superficie au bâtiment actuel. Ici, c'était du coup, comme je le répète, un champ. Je me rappelle, il y avait des 4L entreposés ici, ça faisait un peu casse. Et il y avait un énorme framboisier au fond. C'était vraiment un pur régal. J'allais avec mon grand-père le soir. J'ai des super souvenirs à cet endroit. C'était vraiment, ouais, ça a beaucoup changé. Ici, nous arrivons donc dans la carrosserie. C'est là où nous préparons l'ensemble de nos véhicules. Alors, vous voyez, RS4, Audi A4. On a là-bas une S3. En cours de préparation. Alors on y fait souvent une RS5 ici. Alors souvent ça reste de la toute petite carrosserie. C'est un micro-raccord à droite, c'est une jante raflée, c'est des retouches. On ne fait pas de grosses carrosseries sur nos VO. C'est uniquement sur nos clients où là clairement on a les tables de redressage. Mais nos voitures arrivent, la plupart du temps nos acheteurs sont très draconiens avec l'achat. Achètent des véhicules qui n'ont quasiment rien. Mais c'est vrai que ça peut arriver d'avoir... on va le regarder, chaque voiture, mais c'est des petits détails. Un coin de pare-choc souvent à peine. Et il faut à la carrosserie pour ça. J'avoue, et ça on va en reparler, que d'avoir les services techniques ici en interne dans l'entreprise, de ne pas avoir besoin de le déléguer, c'est pour nous une chance inouïe parce qu'on gagne un temps monstre à pouvoir faire ça. D'une part en termes de délai, de timing, mais aussi en termes de qualité. On maîtrise toute la qualité. Et comme il y en a qui disent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le fait de pouvoir préparer, c'est quand même énorme. Et je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, si nous ne faisions pas nous-mêmes la mécanique et la carrosserie et la préparation esthétique dans notre établissement, au sein de notre structure, on ne pourrait pas faire le volume que l'on fait, puisque ce serait trop galère d'amener, récupérer les voitures en permanence et de ne pas gérer les process, de ne pas gérer... Enfin, ce serait infâme. Et donc, je dois avouer que c'est pour nous un énorme confort de pouvoir tout traiter en interne. Donc ici, une RS5 en cours de prépa. Je ne sais pas exactement ce que l'on y faisait. C'était sûrement un petit détail. La voiture a l'air intacte, mais c'est sûrement une petite retouche ou un petit... Alors, on fait aussi parfois on appelle ça du tuning. Enfin, du moins, c'est de la customisation. Ça peut arriver qu'on fasse du déchromage. On démonte le PC complet, on le dépouille complet, on fait toute la dinette. Et puis, ça peut arriver qu'on repeigne des parties en noir pour la partie esthétique de la voiture. Ça peut nous arriver de peindre des jantes, bien sûr, ça je vous l'ai dit, des coquilles de rétro. Voilà, ça peut clairement nous arriver de le faire ici dans nos ateliers, ce qui permet aussi de pouvoir rajouter une vraie valeur ajoutée de personnalisation pour nos clients qui veulent avoir un véhicule, on va dire, personnalisé, unique, singulier. Et ils peuvent du coup faire ce qu'ils veulent. On a fait des choses, croyez-moi, incroyables. On a peint de couleurs, des fois parfois très bizarres. Après, le client est roi, on fait ce que le client nous demande et on l'a régulièrement fait.
Donc voilà cette RS5 en cours de préparation. Aussi, un service que l'on propose qui est très intéressant pour nous qui faisons du VO, c'est le DSP. DSP, c'est l'abréviation de débosselage sans peinture. C'est vraiment une technique qui est très appréciée parce qu'on ne dénature pas du tout la peinture d'origine du véhicule. On ne va pas toucher aux sous-couches du véhicule, on garde un véhicule complètement d'origine. Donc ici, on a le laboratoire pour préparer la peinture. Et ici, on va y rentrer, venez avec moi, je vais vous faire rentrer en immersion. On a donc une Mini qui vient de se faire peindre. Il y avait un latéral, une Mini d'un client, une nouvelle génération, une voiture électrique, une John Cooper Works électrique. Donc on va aller regarder la finition de nos carrossiers. Ce sont clairement des artistes. Moi, j'estime, j'ai essayé d'être carrossier, j'ai fait 3 ans d'études dans la carrosserie. Je crois qu'on l'a ou on ne l'a pas. Je ne l'avais pas. Parce que non seulement, c'est la partie carrosserie qui est importante, le redressage pur. Et là, il faut ressentir les choses, avoir une certaine dextérité très intéressante, très importante. Et après, il y a la peinture, la préparation de la peinture. Parce que tout se fait, si on veut un bon résultat à la fin, en fait, c'est au départ que ça commence, par le redressage, puis le marouflage, etc. Et regardez comme c'est beau, cette aile arrière, cette porte de cette Mini John Cooper Works. Clairement, nos carrossiers ont du talent, on peut le dire. Sans me faire de petits jeux de mots. Nos carrossiers ont du talent et on est très fiers de ça et on les remercie énormément. Il faut savoir qu'en plus c'est un métier en voie de disparition, de moins en moins de jeunes sont impliqués dans ce type de métier manuel, c'est bien dommage parce qu'en plus clairement c'est un secret de polichinelle, c'est très lucratif. Donc moi j'invite les jeunes à se rapprocher de ce type de métier, on en a besoin. Donc ici on a 2 aires de préparation avec aspiration par le sol, ce qui permet de pouvoir finalement travailler avec de meilleures conditions par rapport à la santé, de ne pas respirer les poussières de mastic, les poussières de fibres, etc. Donc on a les aires d'aspiration, même quand on apprête, on ne va pas dire c'est un secret de polichinelle, personne n'apprête en cabine. On apprête ici, mais par contre vu qu'on a l'aspiration, ça se passe bien. On a des rideaux qu'on peut fermer lorsqu'on opère à ces applications. Et aussi on a une aire de préparation ici sur table élévatrice qui permet de pouvoir travailler à portée et du coup d'éviter de se faire mal au genou et au dos. Quand on veut faire un bas de caisse par exemple, c'est quand même très pratique. On passe à côté. Là, on est très fiers. On a un pont, alors malheureusement, on ne le verra pas, mais on a un pont à vérin qui sort du sol. Il n'y a que le vérin qui sort, c'est vraiment magnifique. Alors, on ne pourra pas le voir ici, mais sachez que c'est vraiment très classe. Quand on a inauguré, on était vraiment très fiers de ça. Voilà, donc là, une Audi A4 qui passe en carrosserie, une RS4. On a ici un pont supplémentaire qui est amovible, qu'on peut déplacer. Là, même une RS4 qui est pour le coup assez basse, elle prend quand même du coup dessous. Ça, c'est vrai que c'est un enjeu avec les voitures qui sont de plus en plus basses. C'est toujours de plus en plus difficile d'arriver à prendre les autos. Ici, là, c'est l'aire de lavage parce qu'il faut savoir que dans nos ateliers, pour nos clients, toutes les voitures sont nettoyées, intérieur, extérieur. Toutes les voitures qui viennent ici en carrosserie sont lavées et donc c'est l'aire de lavage. C'est l'ancienne aire de lavage, là où on préparait tous nos véhicules avant. Imaginez-vous, on faisait tout là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, on a un espace dédié qui fait quasiment 300, vous l'avez vu dans les coulisses de Bonfils précédemment. Ici, on arrive à la partie, l'espace mécanique, où on prépare du coup toutes nos voitures, surtout du préventif, surtout, on va dire, de l'entretien, de l'échéance, du protocole échéance entretien constructeur. Mais on va commencer par une chose qui est importante, on va aller voir. Vous savez, quelque chose que j'ai parlé un peu pour la consommation, c'est la peinture des jantes. C'est vrai que c'est une usine à gaz, il y a beaucoup de voitures chez nous qui ont des jantes noires. Et en fait, pour mettre ces jantes noires, ça demande un travail de tous les jours, quasiment. On a aujourd'hui, c'est Théo qui est là. Salut Théo. Salut. Donc, en fait, moi j'aimerais discuter un petit peu avec toi. Est-ce que tu peux prendre le micro et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment tu t'y prends quand tu prends une jante, comment ça fonctionne, le procédé. Et moi je pense qu'on peut dire aussi aux gens qui c'est qu'on fait travailler localement ou de plus loin, qui c'est qui fait cette peinture de jante. Et en gros, tu as 2 minutes pour nous expliquer un petit peu comment tu t'y prends, où sont les jantes au début quand tu les prends, qu'est-ce que tu en fais, comment tu t'y prends pour les stocker, pour l'organisation, pour t'y retrouver, les pneus, les jantes les mêmes, et pour aussi du coup le remontage et après comment tu fais grossièrement pour toute partie logistique. Alors pour tout ce qui est partie logistique, d'abord on va commencer par voir les voitures qui vont arriver. S'il y a des jantes qu'on n'aime pas ou qui sont en grise et que ça irait mieux en noir, on va voir avec tout le monde, se mettre au clair. Par exemple là on a des jantes d'un Q5 qui ont été repeintes en noir mais qu'on n'avait pas encore besoin. Mais s'il y a un véhicule type Q5 qui va arriver où on ne va pas forcément apprécier les jantes, on va les changer. Après comment ça marche, souvent on a des véhicules qui arrivent d'Allemagne je crois, avec un double de jantes dans le coffre. Donc on va prendre les 2 paires de jantes, si les 2 nous plaisent on va toutes les prendre
On va se servir d'une des deux machines pour les démonter. Voilà. Là, tu es en train de faire des jantes de Q8 et tu remontes, c'est ça? Là, ouais, Q8, je remonte. Ouais. Donc, on les démonte avec cette machine. Après, les pneus, on les stocke, on fait des piles sur 8. Après, on se repère assez facilement maintenant avec le temps. Ouais, 21 pouces là. Donc c'est quand même costaud. Hein. C'est des assez grosses. Comment tu fais pour t'y repérer justement? Ça peut peut-être intéresser les gens. Comment tu fais en fait pour parce que des fois ça part un petit moment, hein, notamment quand ça part au Portugal. Tu gardes les pneus pendant des fois. Bon, Portugal c'est assez rapide, mais des fois c'est 15 jours. Ouais, c'est ça. Comment tu fais pour t'y retrouver au milieu de tout ça? Parce que là on a passé. Tu sais à peu près combien on a passé de jantes là, mettons en 2 mois là? De jantes Enfin, juste le dernier mois là. 250 à peu près. 250. Vous vous rendez compte, 250 jantes peintes en noir sur le dernier mois, et c'est toi qui t'occupes du coup de tout ça pour le moment quoi. Démontage, remontage et après stockage aussi. Voilà. Après le stockage, il n'y a rien de compliqué. Là, on peut venir voir ici. Là, on a des pneus de golf qu'on envoie à la fabriculture. Donc à chaque fois, je mets un bandeau comme ça avec là où je les envoie. Après, ça arrive qu'on en envoie par 40, donc je les tamponne les jantes avec un outil spécial. Ouais, donc c'est un pointeau avec un numéro. Et donc tu le frappes finalement parce que juste le crier au feutre, mais vu qu'elle est peinte, le feutre il tient pas. Donc tu mets au pointeau une certaine référence, une immatriculation finalement de la jante, et tu remets cette même immatriculation sur le pneu. C'est ça? Exactement, ouais. Au moins j'arrive à m'y repérer, mais après quand on en envoie pas beaucoup, je marque juste golf fabriculture. Et après je me repère avec les tailles de pneus. Maintenant, est-ce que tu peux dire aux gens, moi je le sais, mais est-ce que tu peux expliquer finalement où est-ce qu'on fait peindre ces jantes? Il y a 3 fournisseurs qui nous fait, parce que nous y compris. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour peindre toutes ces jantes? En fait, quand on en a qui sont vraiment pressantes, on peut les envoyer directement vers les Portugais, qui s'en occupent très rapidement. On les envoie mardi, on les récupère jeudi, et jeudi ils en reprennent et mardi on les récupère. Rendez-vous compte, les jantes partent le mardi, le jeudi elles sont ici en noir, donc c'est quand même assez incroyable. Finalement c'est ceux là où elles partent le plus loin qui sont les plus vite faites. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est pratique. Après on est avec la fabriculture. Ouais, moi la fabriculture, il y a un petit délai, mais après ils sont vraiment efficaces et tout. Et on envoie pas mal de vagues, on tourne avec eux. Donc c'est à peu près par vague de 20. Ouais, à peu près. 20 roues, Et après il y a nous, on a un alternant qui s'en occupe, Valencio, et qui carbure quand même. Et en une semaine, il arrive à en faire entre 8, 12, voire 16. Voilà, c'est ça. Donc il pourrait en faire beaucoup plus, mais on ne veut pas abuser en fait de Valencio. Le but c'est pas de faire des gens toute la journée, sinon c'est pas de l'apprentissage. Donc on lui en fait faire souvent c'est 12 par semaine, au moins comme ça, hop, il nous fait souvent les plus belles, c'est-à-dire les jantes qui sont les plus grosses pour avoir un rendu le plus beau. J'avoue que quand on fait des jantes en 16 pouces pour une Golf, le rendu final n'est pas forcément le plus important, même si on ne dénigre pas quelconque voiture. Mais j'avoue que si on venait à repeindre des jantes sur la Lotus, parce qu'elle était légèrement éraflée, on préfère que ce soit Valencio, parce qu'il a un coup de poignet qui est vraiment excellent, et surtout on maîtrise mieux la qualité. Je te remercie Théo pour ces explications. Avec plaisir. Et bonne continuation alors. Là, ici vous pouvez voir, on a ici des jantes de Golf, juste là. Ici, donc tout ça ce sont des jantes de Golf. Là il est en train de préparer des jantes de Q8, le Q8 qui était du coup à l'extérieur. Et puis là voilà, regardez, quand on passait, on voyait je vous ai montré une S3 violette qui était en jante grise qu'on entreposait ici. Ça y est, les jantes sont prêtes. Dès lors qu'il a fini ça, il va rentrer l'auto et il va pouvoir remonter ses jantes sur la voiture pour avoir du coup un rendu final bien plus sympa. Là on est sur des jantes 18 pouces pour la S3. Tant qu'on est là, je vais vous montrer un petit peu l'infrastructure avant d'aller au bureau et vous expliquer un peu plus l'organisation de tous ces VO. Mais on passe rapidement. Ici, on a un pont de colonne 5 tonnes 5 où on prend du coup les gros véhicules lourds. Un pont très pratique. Ici, un autre pont Ravaglioli, pont Ciseaux. Là, un pont de colonne 3 tonnes 2 où on fait les grosses interventions, type embrayage, etc. Mais ça, c'est plutôt pour les clients. Là, on a les 2 ponts service rapide avec bien sûr les machines à pneus juste à côté où on fait plutôt plaquettes pneumatiques. C'est du service rapide juste là. Et là, on y fait plutôt les vidanges, plaquettes de frein aussi, où on a un bar à huile, où on peut se servir du coup de toutes ces huiles comme on veut. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est très complexe, venez voir. Énormément de références différentes pour toutes les voitures. Ici, énormément En fait, c'est un peu comme si on jouait avec des pneumatiques, et qu'en fait, des pneumatiques, il y a encore ici, 6 de plus là. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que toutes les voitures ont une norme différente et c'est vrai que c'est un peu compliqué à avoir toujours la bonne viscosité pour la bonne voiture parce que la gamme est très très large. Donc ici, changement de disque plaquette de frein sur cette Smart Fortwo. Je rappelle que c'est la même base que la Twingo pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, ici c'est l'espace diagnostic. Alors il faut savoir qu'on a 4 valises chez nous. On a la valise Lounge, la valise Hôtel, la valise Bosch et la valise Actia.
Donc c'est ce qui nous permet de balayer toutes les marques, y compris les voitures hyper récentes. Et il faut savoir qu'on a aussi les valises constructeurs chez nous, puisque par le biais du pass-through, on arrive à avoir finalement des passerelles avec la valise constructeur où on peut faire les mises à jour, où on peut faire les programmations, on peut même coder les calculateurs avec ce pass-through. Donc on a accès directement à la valise constructeur et du coup c'est hyper pratique parce qu'on peut remettre tous les échéanciers à zéro, on peut reprogrammer. Quand je dis codage, c'est uniquement quand on change un calculateur. Chez nous, on ne pratique pas du tout la programmation de véhicules, ni éthanol, ni stage 1, 2, 3. Lorsque les clients nous demandent, on est plutôt tendance à le déconseiller. Maintenant, il y a des entreprises pour ça. Je pense à LR Performance, Sport System Albi, très bonne entreprise si vous êtes du coin. Mais en tout cas, nous, on préfère laisser les autos strictement d'origine. C'est ce qui, pour nous, garde plus de valeur dans le temps et il n'y a pas photo. Donc voilà, on laisse partir cette Mustang convertible, 5 litres. Écoutez le bruit, la mélodie du V8. Voilà donc ici l'espace où on fait aussi des prestations un peu plus lourdes. On a le pont, comme j'ai dit, qui est amovible en carrosserie, qui peut passer en mécanique. Si jamais on est vraiment très nombreux, et bien finalement on peut passer, on a quand même 8 ponts, plus les aires de diagnostic. Donc ça fait quand même énormément de passages. Et on peut vraiment passer beaucoup de volume par jour si on le souhaite. Et puis ici, ben, il y a cette Panamera, venez voir. On a donc l'espace réglage géométrie en 3D grâce à cet outil Ravaglioli. Alors il faut savoir que ça vaut quand même 13 000 €, c'est pas donné. Mais l'avantage c'est qu'on peut régler aux petits oignons la géométrie de chaque voiture. On a rentré toutes les autos dans le logiciel et on est capable de pouvoir finalement régler aux mêmes normes du constructeur avec ça. Voilà pour la visite de l'atelier. Moi je vous propose qu'on aille voir notre chef d'atelier historique, puisqu'il est rentré en apprentissage en 1999. J'avais seulement 13 ans. J'avais 13 ans. Et donc, il est arrivé au tout début. Donc, on est avec, comme j'ai dit, Brice. Moi, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment tu t'y prends pour organiser tout ce volume tous les jours. Des fois, on est 8 mécanos. En fait, explique-nous, quand tu as les fiches qui arrivent, comment tu t'y prends pour finalement dispatcher le planning et comment tu arrives à passer autant de volume tous les jours et comment vous y prenez. Est-ce que ça... Peut-être expliquer le principe du briefing le matin et au fur et à mesure de la journée, comment ça se passe? Ben en fait, déjà, c'est suivant, déjà pour les clients, c'est suivant quand est-ce que le client récupère la voiture, ouais. Suivant comment le dispatch, suivant après la compétence de chaque mécanicien, tout le monde, en fait, parce qu'il y a des mécaniciens qui savent pas faire certaines choses. Okay. Et après, l'un dans l'autre, on dispatche comme ça, quoi, finalement. D'accord. Combien d'heures à peu près, en moyenne, on dispatche d'heures tous les jours? On a combien de fiches? À peu près 15 heures? Ouais, ça peut aller jusqu'à 20 quoi. Quand il y a tout le monde, même, ouais, il y a une vingtaine. Quand il y a tout le monde, il y a une vingtaine de fiches, voilà. Donc rendez-vous compte, ça fait 20 entre ateliers. Alors des fois, ça peut arriver que ce soit pas grand-chose. Niveau, pression, remise à zéro de l'échéancier, si jamais un truc. Mais en fait, du moins, on lecture des défauts, il n'y a pas grand-chose. Parfois, il y a plus. On a eu passé des M4 avec disque plaquette avant, disque plaquette arrière, vidange tous les filtres, les 6 bougies. Même des fois, les petites anecdotes, c'est les Jaguars. Des fois, on se casse un peu les dents. Ou même, tu peux raconter l'histoire du Stelvio, la courroie accessoire. Oui, pour remplacer la courroie, en gros, il faut quasiment une journée de boulot, quoi, la courroie accessoire. Il faut démonter toute la face avant, les changeurs qui se trouvent entre. Il y a quasiment une journée de boulot, quoi. Imaginez-vous une courroie accessoire et une journée de boulot. Enfin, voilà. C'est le moteur Ferrari, je le rappelle, sur le Quadrifoglio. Bon, en tout cas, 27 ans cette année que je suis ici, oui, ça va être ça, ouais, 27 septembre, ouais, je crois. Donc tu as vu un petit peu l'évolution du garage? Oui, tout à fait, oui. Tu te rappelles que l'organisation au départ, c'était pas tout à fait pareil? Non, c'était pas du tout pareil. Donc, déjà, j'étais tout seul avec ton père et ton grand-père. Ouais. 3, vous étiez. Ma grand-mère au bureau, voilà. 4. Et après, moi, je suis arrivé. C'était différent, oui. C'est clair. Donc c'est beaucoup d'évolution depuis le temps. Et puis les voitures ne sont pas les mêmes, voilà, c'est plus du tout les mêmes voitures. Enfin, on fait de tout, mais avant on faisait plus des véhicules locaux, marque basique on va dire. Et maintenant on fait de tout, vraiment de tout, quoi. Et donc il a fallu s'adapter à ça, c'est pour ça qu'on a formé nos équipes, c'est aussi pour ça qu'on s'est équipé. Donc j'ai listé un petit peu l'ensemble de nos équipements valises, mais pas que, hein. En fait, le là, regardez, là vous avez, je peux le filmer, Rémi, une voiture hybride. Et donc il a fallu se former à tout ça, arriver à réparer tout ça. Bon, merci en tout cas Brice pour ton intervention. On va continuer, on va aller voir les filles. Mais en tout cas, bravo à toute l'équipe pour tout le travail que vous faites.
parce que c'est tout à votre honneur d'arriver à passer tout ce volume et limiter au maximum les retours, quoi. Oui, c'est ça. L'objectif, en fait, on essaie de travailler beaucoup plus la qualité que la quantité, même si, obligatoirement, il y a des moments où on a des trous dans la raquette. Après, des erreurs, on en a faites, c'est sûr. Mais je trouve qu'aujourd'hui... Le but, c'est de ne pas les reproduire, en fait. L'erreur, tu l'as fait une fois, après, tu prends note, tu fais en sorte de changer ton process pour que le prochain coup, en fait, ça ne revienne pas. Merci, Bryce. On va aller voir, du coup, maintenant, les bureaux. Alors, ici, je vous montre rapidement, hein. On a mon bureau ici, parce qu'il faut savoir que le matin, je suis en fait des 4 dirigeants, je suis le seul qui ait un œil plutôt technique sur l'automobile. Les autres sont, on va dire, plus business pour un, plus stratégie, technologie pour l'autre. L'autre, c'est plus finance et compta. Moi, je m'occupe plutôt de la partie technique. Donc, je passe ici, j'arrive le matin, 8h moins 20. Briefing complet ici avec tous les mécanos, toutes les dispatchs, et je suis au courant de toutes les voitures qui passent et de ce qu'on a à y faire. Et si elles qui ont des problèmes, et bien finalement on tranche ensemble, ça c'est important. Ensuite, moi je vais du coup faire le briefing après en carrosserie, faire un briefing pour les jantes. Souvent je finis à 9h, 9h15. Et vers 9h15 après, je monte souvent à mon bureau là-haut. Je traite mes mails, je traite les demandes clients, demandes fournisseurs, je traite les petits problèmes, les relations avec les fournisseurs aussi, parce qu'on en a quand même pas mal. Même si de plus en plus, Brice a de plus en plus de leadership, au bureau ils ont de plus en plus de leadership et finalement ils ont appris à se débrouiller. On a aussi automatisé énormément grâce à la technologie beaucoup de choses, ce qui nous permet finalement d'avoir moins besoin d'une intervention humaine dans nos processus. Et ça c'est vrai que c'est une force que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on on ne dépend plus forcément d'hommes ou de femmes pour arriver à faire avancer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc on laisse sortir cette Panamera V8. Alors ça, c'est le V6, pardon, en hybride. La V8 est en bas en GTS, grise, qui est magnifique. Celle-ci, par contre, est bardée d'options. On parle de plus de 30 000 € d'options. Ici, du coup, je vais vous faire visiter le bureau de Colline lorsqu'elle a sa casquette de comptable. Effectivement, Colline fait encore un tout petit peu de comptabilité. Donc là, c'est mon ancien bureau, l'ancien bureau de mon père. Ici, donc, c'est vous voyez encore les images de la Subaru Impreza P1. Donc là, c'est le bureau toujours bien rangé de Colline quand elle fait de la compta pour être isolée, pour ne pas être embêtée, parce que ça nécessite une concentration importante. Ici, c'est l'ensemble de nos véhicules de prêt, comme je vous l'ai dit. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Il faut savoir qu'on a des véhicules utilitaires pour les pros. Et après, on a 7 voitures qui ont moins de 30 000 km, qui ont moins de 3 ans. Ça, c'est important, notamment pour les contrats d'assurance. Et puis, on peut retrouver ici dans des petites touches humoristiques, une custode arrière de C2 quand j'avais fait des tonneaux au rallye d'Alsace. Là, il y a mon père avec la Golf GTI, bien sûr, la Golf Groupe F sur un rallye sur terre. Et là, mon père, c'est encore bien plus vieux, l'année où je suis né, 1986, Samba Groupen 1300, rallye des Cévennes avec Philippe Massol à ses côtés. Et puis, on peut retrouver ici une photo dédicacée de Didier Auriol avec la Maxi 5 Turbo. Et à côté, un parc fermé où il y avait mon père, du coup, et Philippe Massol aussi. Alors je crois que je dis une bêtise, je crois que c'est pas Philippe Massol à côté de la Samba. J'ai plus le souvenir, j'ai peur de dire une bêtise. En tout cas, là, c'est sûr que c'est Philippe Massol qui était copilote à mon père lorsqu'il faisait la Coupe GT Turbo. Voilà. Donc on a gardé quelques vestiges dans cette salle d'attente, assez sympa. Voilà. Donc on passe du coup à côté, où donc Colline, qui on a parlé, qui est juste ici, qui donc s'occupe, elle. Alors on va commencer dans la logique des choses, on va commencer plutôt par Nathalie, on verra après par Colline, puisque c'est elle qui finalement qui est à la fin de la chaîne de la partie VO. C'est Nathalie. Nathalie, du coup, tu peux passer ici, Rémi, ce serait intéressant qu'elle puisse nous montrer un petit peu sur quoi elle travaille. Déjà Nathalie, tu peux peut-être te présenter, et qu'est-ce que tu faisais avant, c'est toujours intéressant de savoir. Oui, alors moi je suis là depuis 8 mois maintenant, et avant j'avais mon propre garage avec mon mari à Clermont-Ferrand. Voilà, donc elle nous a rejoint, c'est super chouette parce qu'il y a beaucoup d'expérience et elle nous permet déjà de bien poser les choses et on se plaît de bosser avec les filles. Du coup, les garçons aussi se plaisent beaucoup parce que, vous savez, les filles, c'est rigoureux, alors je ne veux pas être sexiste du tout, mais c'est rigoureux, c'est carré et en tout cas, il y en a vraiment besoin parce que vu le volume que l'on passe, regardez le nombre de rendez-vous qu'il y a tous les jours sur ce petit tableau, vous pouvez le voir de loin, hein, mais on a tous les rendez-vous tous les jours. Là, on est sur cette semaine. Demain mercredi, il y a énormément de passages. Jeudi, encore pire. Donc, on a des passages en quantité dans ces ateliers. Mais ça, en fait, c'est pas le tout. Le passage, c'est un fait, mais il faut le préparer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est l'ordre des choses, quel est le premier appel que tu reçois, ou du moins quel est le premier... l'appel à la préparation d'un VO, comment ça fonctionne, comment tu le traites, quelle est la procédure, le process complet pour arriver finalement jusqu'à ce que l'auto soit terminée.
Oui, alors d'abord, il y a Sébastien en bas qui fait la préparation et qui prépare donc le bilan. Voilà, c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode de Coulisses de Bonfils Inspection. Vous savez, il sort un bilan complet, une inspection, une expertise même, complète du véhicule. Et donc, il ressort des choses à faire. Avec les photos, tout à fait. Donc moi, il faut que je regarde tous les matins les véhicules vendus pour voir quelle est l'urgence, l'ordre d'urgence. Il y a des tickets également sur des anomalies qui peuvent être détectées pour pouvoir faire des photos. Donc, voir l'urgence également. Okay. Et à partir de là, je planifie en fonction aussi de la disponibilité des pièces et des pneus. Et voilà. Oui, qui sont beaucoup plus longs à venir. Voilà, tout à fait. Et en fonction de surtout ça, en 21 pouces. Voilà. Et en fonction de ça, j'organise mon planning et avec des urgences, bien sûr, qui viennent se greffer plus en fait, la clientèle. C'est multifactoriel. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Effectivement, la dispo des pièces, la dispo de la voiture, parce que peut-être elle est au contrôle, parce que peut-être elle est en réparation ailleurs, ou je ne sais rien. Peut-être il y a un rendez-vous client. Donc ça, déjà, c'est un premier facteur, la disponibilité. Les pièces, comme tu as dit, on n'a pas les pièces du jour au lendemain, même si on a la chance d'être livré 4 fois par jour par notre principal fournisseur de pièces. Il n'a pas forcément les bougies pour une Jaguar F-Type 7 litres. Ce n'est pas des voitures qui passent régulièrement, donc souvent il y a un petit délai, c'est un peu compliqué, les pneus, donc c'est long. Et puis aussi, il faut que ça rentre dans le planning. Les vendeurs, eux, toujours, ils veulent livrer hier. Et nous, le problème, c'est qu'elle passe que demain, quoi. Donc c'est vraiment un vrai problème. Alors du coup, comment tu fais concrètement pour arriver à voir du coup si la voiture est vendue, quand est-ce qu'elle part, comment tu fais pour savoir qu'est-ce qu'il faut y faire concrètement? Est-ce que tu peux du coup nous le montrer rapidement? Oui, tout à fait. Alors j'ai ce logiciel. Et donc le matin, la première chose que je fais, je vais voir mes tickets. Voilà, là par exemple, j'en ai un qui vient d'arriver. Okay. Donc il est à traiter en P0, c'est-à-dire à traiter de suite. Ouais. Donc je vais voir exactement ce qui m'est demandé. Et en fonction de l'urgence, je me fais de la place, je bouge mon planning pour arriver à le placer très rapidement. D'accord. Donc là, par exemple, mon planning de demain est fait, mais je sais, on est venu me dire qu'il fallait que ce soit fait pour demain. Okay. Donc il va falloir que je bouge mon planning de demain pour arriver. En fait, c'est ton quotidien. C'est ça, c'est en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, elle est obligée de jongler parce que elle, son but, c'est quand même de remplir le planning, qu'il soit toujours plein si possible, mais en même temps, quand il est plein, il n'y a plus de place. Donc il faut arriver après, quand il y a une urgence, de décaler quelque chose qui était moins urgent. Et en fait, c'est une gymnastique quotidienne qui est lourde parfois parce que elle avait déjà sorti les pièces pour la voiture de demain. Du coup, il faut qu'elle aille les ranger pour que les casiers de pièces soient bien prêts. Il faut savoir que nos mécanos, en fait, c'est un petit peu la maman des mécanos. Elle prépare des casiers systématiques pour chaque pièce. Donc quand ils prennent leur OR, parce qu'elle génère, du coup quand tu as reçu ça, tu génères tout à fait, un ordre de réparation. Voilà. Et du coup quand elle a généré ça, les mécanos savent qu'ils ont ça à faire, c'est vraiment précis, les pièces sont bien présentes dessous dans un casier, et c'est tout ça, c'est une vraie organisation. Sans ça, sans elle, clairement, ce serait la bérésina, ce serait n'importe quoi. On ne pourrait pas finalement arriver à gérer ça de front sans une pièce centrale comme toi, sans avoir une plateforme tournante du moins qui centralise toutes ces infos. Moi je relie la partie vente à l'atelier, donc voilà, c'est... Les mécanos sans information, ils ne vont pas attaquer dans le hasard, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc c'est tout ça, beaucoup de travail. On te remercie Nathalie et bonne continuation. Et bien sûr, elle gère aussi le planning carrosserie, etc. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Et à côté, une fois que la voiture a été préparée, on l'a vu aux ateliers lorsqu'elle a été terminée, il y a Colline qui vient finalement saisir les travaux effectués pour le potentiel client qui a besoin de savoir la traçabilité de sa voiture. Du coup, Colline, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est le principe de ton travail et en quoi tu interviens finalement une fois que tous ces travaux sont effectués? Du coup, moi je fais la facturation interne, donc tout ce qui est... dès qu'ils ont fait, en fait, ils me tracent tout ce qu'ils ont réalisé sur le véhicule, vidange, changement de pneus et tout ça. Et moi, je le facture au centre de vente en bas. D'accord, toujours sur ce même OR finalement. Toujours sur le même OR. Celui qu'elle a édité, voilà. Eux, ils remplissent dessus. C'est ça. Et finalement, toi, tu vas l'éditer en facture. Un peu c'est une sorte de facture qui est finalement un petit peu virtuelle, puisqu'on ne se facture pas, mais on appelle ça donc une session interne. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, j'ai bien retenu la leçon. Ok, merci Colline. En tout cas, c'est aussi du boulot, je suppose, parce que environ 100 passages par mois de la saisie, c'est quand même important. Un petit peu, ouais. Oui. Il y en a beaucoup. En 15 jours, en 2 jours, j'en ai saisi 58 la semaine dernière. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est très costaud. Bon, vu que tu peux compter sur la rigueur de tes mécaniciens, c'est jamais un problème.
il y a toujours tout sur les fiches. On va dire ça, ouais. Voilà. Vous avez compris le petit sourire de Colline qui des fois peste un petit peu et à juste titre parce qu'elle souffre un petit peu de manque de rigueur sur les fiches, mais ça malheureusement c'est pas tout à fait les mêmes postes comme on disait et voilà, on y travaille en tout cas. Les process évoluent. C'est vrai que ça a beaucoup évolué depuis le temps et on a progressé, croyez-moi. En tout cas, c'est des enjeux de tous les jours. Je pense qu'on a fait le tour de la préparation, mais c'est pas tout. Des projets d'amélioration, on en a encore plein, croyez-moi. En tout cas, sur les livres, on les a. Maintenant, il faut les mettre en application. C'est tout l'enjeu d'une bonne organisation. En fait, l'objectif que l'on a à court terme, c'est vraiment, on veut le faire rapidement, c'est embaucher une personne de plus pour pouvoir passer plus de VO plus rapidement. Pour l'objectif suprême, c'est d'avoir tout notre parc qui soit prêt au moment où le véhicule se vend. C'est-à-dire, on reçoit l'auto, il y a une inspection, il y a dans la foulée une préparation mécanique, une préparation carrosserie qui est faite avant la mise en annonce, ou pourquoi pas pendant la mise en annonce. Et finalement, l'idée, c'est que le client qui choisit cette voiture et qui l'achète, et bien finalement, la méca, la carrosserie, la prépa esthétique, le contrôle technique, tout ce qui doit être fait est fait. Et s'il veut la prendre, il peut la prendre, il la paye, il la prend. Et ça, c'est notre objectif. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous savez, on en avait déjà un peu discuté dans l'épisode de la mise en annonce. On a des objectifs bien sûr, de rotation de stock. Notre objectif, c'est de faire tourner le stock le plus vite possible pour pouvoir réinvestir le plus vite possible l'argent qui avait été investi au départ. Alors, on est très bon en termes de délai de vente, puisque on est à peu près entre 25 et 28 jours en moyenne. Parfois moins, en fait ça varie un petit peu. On était à 26 la semaine dernière quand j'ai regardé. Donc ça c'est excellent. Je pense qu'il y a tout un tas de concessions qui aimeraient bien avoir ce même ratio que nous. Ça c'est bien sûr dû à notre stratégie, notre politique et notre modèle d'affaires qui veut qu'on ait des voitures toujours placées en termes de tarifs pour faire un roulement rapide. À côté de ça, malheureusement, au-dessus de ces 26 jours, on a plus du double qui malheureusement passe dans la logistique, dans le délai de mise en annonce, dans le délai de préparation de la voiture après la vente et le délai de livraison finale. Et ça, c'est vrai que c'est un petit problème parce qu'on perd de l'argent et c'est vrai qu'on est à la course, à la rotation de stock, on est à la course finalement à pouvoir faire tourner cet argent le plus vite possible. Pour ça, c'est sûr que si on avait l'ensemble de nos voitures prêtes avant la vente, on gagnerait ce délai de préparation des voitures et rapidement, on pourrait gagner finalement 5-6 jours. Sans problème. 5-6 jours, ça représente aussi beaucoup d'argent. Pour rien vous cacher, on le verra dans les coulisses de Bonfils lorsqu'on parlera de comptabilité et de finances. Une voiture sur le parc qui dort, un jour, c'est quasiment 9 € de frais financiers. Si on gagne 5 jours par voiture fois le nombre de volumes, je vous laisse faire le calcul, c'est énorme, c'est colossal. Et c'est pour ça que même si on devait avoir demain un mécanicien qui est pas à 100%, que l'atelier soit pas rempli à 100%, mais que toutes nos voitures sont prêtes, finalement c'est un enjeu. Donc j'en profite ici dans cette vidéo, si tu es mécanicien passionné, si tu aimes les voitures de prestige, premium, et que tu aimes la mécanique, que tu es passionné de voitures, n'hésite pas à postuler chez nous, sache qu'on saura t'accueillir. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des ateliers, de nos processus. Je ne suis pas rentré dans le détail de savoir par quel logiciel ça passe, comment ça suit. On a en fait des vues Kanban où on peut voir la voiture. Mais, on va dire l'ordre, la mission de la préparer est passée. Le moment où Nathalie l'a passé en commande les pièces et l'a calé dans le planning, le moment où elle passe à l'atelier, le moment où elle est finie à l'atelier et elle peut descendre, et le moment où finalement elle va se faire nettoyer. Finalement, c'est une vue Kanban d'évolution de chaque voiture où on a cette visibilité qui est très pratique, mais bien plus encore. Mais vous inquiétez pas, on rentrera dans ce détail lorsqu'on parlera des coulisses de Bonfils, lorsqu'on parlera des process et de la technologie dans notre entreprise. Sachez qu'on en a plein. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses sur encore une fois, notre modèle d'affaires. Et puis, je vous invite encore une fois à vous abonner, liker, partager, commenter, actionner la cloche, etc. Vous connaissez le discours. On compte sur vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ça pourrait être, encore à décider, mais ça pourrait être le service vente ou le service marketing. Ça va dépendre de quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous pour tourner. En attendant, restez bien connectés à l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Bonfils Automobile.